relativement dans les temps. On doit encore en avoir pour une petite heure. Alors, information pratique, pour ceux qui n'auraient pas d'information, pour les médecins, le papier d'accréditation à signer est sur le bureau, donc n'hésitez pas à le signer. On va peut-être le mettre à l'arrière. Je ne sais si vous devez partir plus que vous. Oh. Voilà. Ok, le sujet suivant, c'est un petit peu le côté mise en pratique de ce que je vous ai présenté ce matin, en début d'après-midi, par rapport donc, au modèle plutôt anglo-saxon. On se faisait la réflexion à la pause que oui, effectivement, pourquoi les modèles anglo-saxons? Parce que ce sont ceux qui, je dirais, s'organisent le mieux, publient des données, sont au congrès. Au congrès d'Anvers, la plupart des participants étaient anglais, allemands, il y avait des Canadiens, il y avait même, je pense, des Australiens qui sont prêts à faire quelques kilomètres pour aussi partager sur leur pratique clinique. Et donc, fatalement, la littérature, elle est plutôt anglo-saxonne. Et donc, je voulais parler du modèle anglais, des Medium Security Units, et dans d'autres workshops, les soignants ont voulu présenter un petit peu une série de chiffres concernant leur modèle clinique, et notamment sur la question à partir des MSU, des réintégrations en prison versus les resocialisations, donc les sorties d'hôpital, et d'essayer de déterminer quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer l'un ou l'autre. Et donc c'est de ça que je vais plutôt vous parler. Et donc, si on prend donc, les MSU en Angleterre et au Pays de Galles, à l'étude que je vais vous présenter, c'était 33 unités qui ont participé à la récolte de données. Mais sinon, en général, c'est 950 transferts de prison par an, soit pour des transferts urgents de condamnés, qu'ils appellent donc les sentences, soit, comme j'ai dit tantôt, la détention provisoire, les remand, ou alors, dans le cadre du Mental Health Act, l'hospital, une partie qui s'appelle l'hospital order, court hospital order, c'est l'évaluation ou le traitement dans un cadre contraint. Au niveau des sorties, c'est évidemment soit une sortie vers la communauté, ce qu'ils appellent le community discharge, ou soit vers la prison, le prison remedy. Et ils ont constaté, au niveau de ces unités, que dans les 10 dernières années, ils ont une augmentation de 10% des réintégrations, et c'est notamment ça qui a servi de base aux chiffres des études que je vous présente. C'est au départ de ce constat. Alors, l'étude clinique en elle-même, donc c'est l'évaluation des facteurs associés aux patients qui transitent par les MSU, donc il y en avait 33, 3 volets à l'étude. La première étude qui était prospective, c'était resocialisation versus réintégration. La deuxième qui était qualitative, ils avaient interrogé, je pense, une vingtaine ou une trentaine de psychiatres pour voir comment est-ce qu'ils manageaient les situations cliniques. Et puis l'étude 3, elle était prospective, c'est le follow-up sur la réintégration, un follow-up de 12 mois. Et donc ici, dans le volet 1, donc resocialisation versus réintégration, ils ont décidé de comparer sur une période de 6 mois les caractéristiques cliniques, criminologiques, de risque des patients resocialisés versus réintégrés. Et donc ils l'ont fait notamment sur toute une série d'items, que ce soit le statut donc, légal, les antécédents judiciaires, le type de délit, diagnostic clinique, durée de séjour, l'histoire clinique. Et donc on voit pour les personnes qui ont été un community discharge, qui sont sortis de l'hôpital, c'était 49 patients, 92 pour la réintégration, quasi le double. On voit que pour le statut légal, c'est plutôt ceux qui étaient en détention provisoire qui étaient réinsérés, au départ, c'est étonnant. Les condamnés retournant en prison. Au niveau des antécédents judiciaires, peu nombreux pour ceux qui ont été réinsérés, plus nombreux pour intégrer, type de délit des faits moins versus des crimes.
Au niveau du diagnostic clinique, donc SMI, c'est tout ce qui est maladie mentale sérieuse, serious mental illness. Donc c'est schizophrénie, troubles bipolaires principalement. Donc 84% de SMI et donc dont 66% de personnes souffrant de psychose au sens large du terme. Et par contre, chez les personnes qui étaient plutôt réintégrées, on avait 38% de troubles de parcéniclée versus 8% je pense, et même chez certains, aucun diagnostic psychiatrique. Voilà, plutôt des erreurs d'aiguillage, on va dire. Et la durée de séjour en MSU était de 24 mois ou plus pour ceux qui ont finalement été... en tout cas, il y avait une différence significative pour les longues durées de séjour, c'est comme ça qu'il faut le dire, parce que la moyenne n'est pas nécessairement au-dessus de 24 mois. Et il y avait des plus courtes durées de séjour, souvent inférieures à 6 mois pour ceux qui étaient réintégrés. Et alors au niveau de l'histoire clinique, on notait admission préalable en RSU pour les patients qui étaient réintégrés, passage à l'acte auto-agressif, et parfois il y avait plus de passage à l'acte que d'admission dans les antécédents. Alors au niveau du profil de risque, Louis en a un petit peu parlé tantôt sur la question des échelles. Alors le but n'est pas de décrire de manière extensive ces échelles, donc mais ce sont les 4 échelles souvent les plus utilisées, enfin en tout cas 3 échelles, la dernière je pense c'est une production anglaise. Donc vous avez la HCR20, donc Historical and Clinical Risk, qui est à 20 items, ils ont utilisé la version 3, et pour les personnes qui ont été réinsérées, le score était moindre pour les items cliniques et les items de risque et la somme totale. Au niveau de l'échelle SAPROF, qui est une échelle des facteurs protecteurs, ils étaient moindres pour les facteurs externes, élevés pour les facteurs internes, élevés pour les facteurs de motivation et pour le score total, ce qui est plutôt logique, hein, un risque moindre, des facteurs protecteurs plus élevés. Au niveau de la PCLSV, donc qui est une échelle qui évalue la psychopathie, donc le score était moindre pour la insérée sur le sous-type interprécieux de déviance totale et pour le total. Et alors ils ont développé une échelle qui s'appelle la Medium Secure Recidivism Assessment Guide, sur laquelle je ne pourrais pas vous dire grand-chose, mais qui essaie de déterminer les risques notamment par rapport aux faits. Et donc, le risque est, il y a plus de chances que les personnes réinsérées aient un profil moindre pour les faits sérieux ou avec recherche de gains, ce que les anglo-saxons appellent acquisitive. Donc, moins de risques pour les réinsérés. Tout ça semble relativement logique. Et en termes de profil final, tel que déterminé dans ces MSU, au niveau de la HR20, les personnes réinsérées avaient un profil low risk, avec des facteurs de protection élevés, pas psychopathes et avec un risque faible de récidive. Ceux qui étaient réintégrés avaient un profil final de high risk, des facteurs de protection présents, même plus modérément. Ils étaient plutôt psychopathes, ou en tout cas il y avait une évaluation qui devait être poursuivie à ce niveau-là, avec un risque élevé de récidive, surtout pour la recherche de gains. Alors au niveau des circonstances de réintégration, donc sur les 96 patients, si mon souvenir est bon, peu importe. Donc il y en a 92 qui ont pu rentrer dans l'étude. Donc il y en a 80 qui ont été réintégrés sur décision médicale contre 12 sur décision judiciaire. Et sur ceux qui sont retournés sur décision médicale, à noter que quand même presque la moitié avaient terminé leur traitement. Et donc ils devaient en fait retourner en prison parce que leur peine était terminée ou ils étaient en attente du procès. D'autres, c'est la demande du patient d'y retourner depuis toute une série de facteurs autres. 16 de ces 80, donc 10%, étaient non adhérents au programme thérapeutique proposé. 10 avaient un profil high risk et 10 avaient une absence de serious mental illness. Alors quand ces personnes ont été réintégrées, ils ont travaillé en collaboration, ça je trouve assez intéressant, en collaboration avec les équipes des prisons, pour aussi voir un peu ce qu'il se passait après la réintégration.
Donc, d'abord sur le profil des personnes intégrées, il y avait aussi donc 40% qui avaient une serious mental illness contre 40% qui avaient une personnalité, donc un trouble de personnalité sur les 89. Il y en avait 94% de serious mental illness qui étaient sous médication et 78% de troubles de personnalité sous médication psychotrope. Et alors, la moitié des patients dans les deux groupes arrêtaient leur traitement en cours de follow-up, donc un follow-up de 12 mois. En sachant que 100%, il y avait l'arrêt de traitement chez Psychose Plus, dans 100% des cas, c'était des antipsychotiques, et 93% pour les troubles de personnalité. Ce qui veut dire qu'en Angleterre, on n'hésite pas, me semble-t-il, à prescrire des neuroleptiques pour les personnes qui souffrent de troubles personnels. Et ça, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que ça n'a pas été discuté. 73% sont suivis par une équipe spécialisée à leur retour en prison, ce qu'ils appellent les MHIR, donc les Mental Health Intensive Recovery Service, donc service de réhabilitation, pas nécessairement tel qu'on entend, intensif. Et 88% de ces personnes ont continué à bénéficier du service jusqu'à leur sortie de prison, parce que certains sont sortis dans l'année du follow-up, ou l'ont continué aux 12 mois quand l'étude s'est arrêtée. 25% ont été suivis dans un programme spécifique pour addiction, 10% ont participé à des groupes de parole qui s'organisent en prison, et 2% ont eu un suivi psychothérapeutique dans le setting de la prison. Et ensuite, ils ont regardé donc les réinsertions en l'année de ces personnes réintégrées. Et en gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers de patients qui, dans l'année, ont été retransférés dans la même ou dans une différente MSU ou en HSU, donc High Security, Medium Security, High Security. Un tiers ont été réinsérés directement dans la communauté au départ de la prison et un tiers y était toujours. Et donc, quand on voit le profil de ceux qui retournent en unité spécifique, c'est relativement réparti moitié-moitié entre Psychose Plus et troubles de personnalité. Les durées de séjour, donc dans les antécédents, la durée de séjour en MSU était inférieure à 6 mois pour 60%. Alors, il y avait un retour dans 86% des cas en MSU, 14% avaient en High Security. Voilà. Alors, pour ceux qui étaient réinsérés dans la communauté, là par contre, c'était assez différencié. Quasi 50% souffraient de Psychose Plus, 17% seulement avaient un trouble de personnalité. Et alors, leur durée de séjour en MSU était relativement similaire. Et alors, la donnée était disponible pour la durée de leur séjour en prison. Donc, 37%, plus d'un tiers, sont sortis de prison dans les 3 mois. Donc, après une réintégration dans une unité spécifique, hospitalière, réintégration, quelle que soit la raison, un tiers dans les 3 mois sont réinsérés dans la communauté. Je pense que c'est un chiffre assez interpellant. À nouveau, ils n'ont pas été dans les détails, mais ce serait intéressant d'en savoir plus. Un patient sur 2 qui est sorti dans la communauté était suivi par une MHIR, donc le service intensif en prison, ce qui est relativement aussi étonnant. Il ne donnait pas le chiffre pour ceux qui étaient transférés en MSU, mais quand j'ai un peu regardé les données disponibles présentées dans l'étude et le nombre de patients dans différents groupes, j'en ai vu que là, ici, c'était probablement très élevé, vu que le chiffre de suivi en MHIR était lui-même très élevé. Donc s'il ne se retrouve pas là, fatalement, il doit se retrouver dans le groupe et dans celui qui reste en prison. Et alors, à leur sortie de prison, 1 sur 2 était référencé à une Community Mental Health Team, et donc c'est ce qui me semble s'apparente à un service de santé mentale en Angleterre. Bon, alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a ce que disent les chiffres, l'approche est intéressante, et puis il faut aussi tenir compte du vécu du terrain, et là aussi, l'intervenant faisait un peu
le constat de recherche versus avis du terrain. Et donc, ce qu'il nous a dit en parallèle de tout ce qui était présenté, c'est que, d'une part, alors que je vous ai parlé aussi d'un projet qualité qui regroupe les MSU avec des standards qu'on essaie de mettre en place, etc. Super. Bon, ben, en général, en fait, il y a l'absence de standardisation d'admission en MSU. Il n'y a pas un standard d'admission avec une série de critères d'inclusion, exclusion qui sont clairement objectivés, pas systématiquement. Et parfois, ça existe. Parfois, c'est un coup de fil au médecin qui va arranger les choses. Ou citer encore un troisième exemple. Voilà. Les décompensations, oui c'est ça. Il y a une série de personnes qui décompensent en prison parce qu'elles ne reçoivent pas des soins adéquats, elles doivent rester en prison. J'imagine que c'est un peu comme d'autres systèmes. Les équipes sont en prison, ne sont pas nécessairement légion, même si ces équipes existent, les MHR existent. Et en tout cas, il y a des listes d'attente en MSU. Il y a une série de patients qui arrêtent leur médication. Ils sont peut-être suivis par une équipe, mais un certain nombre arrêtent leur médication, décompensent en prison en attendant de recevoir des soins MSU. Donc voilà. Il y a un problème d'accès au module addiction, même s'il existe, qui est de 25% de fréquentation. Il y a un peu de consommation. Critères de maintien du suivi en MSU, oui. Ce qu'il disait aussi, c'est que son opinion, c'est que c'était surtout le diagnostic posé par le psychiatre. Je pense que ça, c'est notamment tiré de l'étude 2, du volet 2 qu'ils n'ont pas présenté, sur la manière dont les psychiatres managent les situations cliniques. Mais le diagnostic et le fait que le patient soit deserving of care, donc mérite des soins, étaient des critères de maintien de suivi en MSU, ce qui est assez important. Il parlait aussi d'une évolution culturelle qui est liée au coût de l'hospitalisation et la liste d'attente. Il y a donc des réintégrations en prison qui sont beaucoup plus rapides et qui concernent plutôt un profil de patients fragiles. Et il y avait des filtres des admissions au niveau des MSU, ce qu'ils appellent le gatekeeping. Donc, voilà. Ce qu'il amenait également, c'est que la réintégration, il n'était pas psychiatre lui-même, je pense, le balayer devant sa porte de temps en temps aussi. La réintégration évite au psychiatre de porter la responsabilité des risques de la réinsertion. Et donc c'est une question qui certainement nous anime de plus en plus au niveau psychiatrique, au niveau des psychiatres. C'est la responsabilité que nous avons par rapport aux décisions que nous prenons. Ultimement, voilà, dans la plupart des settings, c'est le psychiatre qui est responsable du projet, qui est responsable du suivi des patients, qui est responsable de sa discharge. Et donc là, enfin, très clairement, si le risque est trop élevé, le psychiatre peut se couvrir en faisant réintégrer le patient. Il disait également que réintégration et professionnalisme est possible, même si la situation est une situation compliquée, qu'on en essaye, c'est possible d'éviter ou pas. Rien n'empêche d'essayer de développer une concertation entre équipes MSU et prison, une concertation avec le patient pour faire en sorte que cette réintégration se passe dans les meilleures conditions possibles, ou les moins mauvaises. Oui, et donc il se questionnait aussi très clairement par rapport à tout ce que je vous dis, le gatekeeping, etc., sur les missions des MSU, vu le nombre élevé de réintégration, le gatekeeping, etc. Et voilà, il n'a pas parlé de l'impact du système judiciaire, mais par rapport à ce que je vous ai dit, de ce que moi j'en ai compris, on peut aussi en partie mettre cela sur la manière dont le système juridique en Angleterre est organisé. Donc, c'est pas simplement la toute puissance des MSU, comme on l'a vu, il y a parfois aussi des décisions judiciaires dans lesquelles le médecin n'a juste rien à voir. C'était 15% des patients. Donc, on n'est plus dans une décision médicale, même judiciaire. Et donc pour lui, il y a quand même une série de résultats qui montraient un système négligent qui était nécessaire d'améliorer. Voilà. C'est les deux faces d'une même pièce. Et alors, là-dessus, il y a des Canadiens qui sont venus présenter un peu dans la même philosophie, si je puis dire, ce qui advenait, parce qu'ils ont aussi un système, je ne vais pas entrer en détail du système canadien, mais ils ont aussi des Medium Security Units en hôpital psychiatrique sécurisé.
Et ils ont décidé de voir, tiens, quand nos patients sortent de MSU, donc retournent vers la communauté, qu'est-ce qui vient aussi de cela? Dans quelle mesure sont-ils réadmis après la mise en place de leur projet de réinsertion, et dans quelle mesure sont-ils aussi réintégrés? Non, c'est juste la réadmission. Et donc, il y a deux études qui ont été présentées. Une étude prospective d'un follow-up de 12 mois. On considérait la première sortie définitive de la MSU. Il y avait 87 patients, dont 84% d'hommes, l'âge moyen 36 ans. Un délit violent dans 83%, concernant 83% des patients, 82% diagnostic de schizophrénie, et une comorbidité addiction, 58%. Enfin, rien d'étonnant, j'ai envie de dire, par rapport aux chiffres présentés. Je suis à la fin. Et alors, oui, ce qui caractérisait aussi ces personnes qui sont revenues, qui ont été réadmises, pour 29%, il y avait un phénomène de victimisation. Donc, victimisation, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, dans un acte commis, il y a eu quelqu'un qui a à subir de l'acte du patient. 23% de violence dite contenue, mais ça n'a pas été défini, ce terme de violence contenue. Donc 28% étaient réadmis, une ou plusieurs fois. La latence moyenne entre la sortie de l'hôpital et le retour était de 4 mois. À nouveau, c'est un follow-up de 12 mois. Et dans une déviation standard de 3 mois, la durée moyenne de séjour, elle était de 4 mois. Donc ils reviennent après 4 mois pour 4 mois en moyenne. Et les circonstances de cette réadmission, des compensations psychiatriques, il pouvait y avoir plusieurs éléments ensemble, hein, donc ça fait plus de 100%. Ça pouvait être des compensations psychiatriques, usage de substances, non-adhérence au traitement, des troubles du comportement ou une rupture du suivi. C'est aussi, me semble-t-il, ce que l'on voit avec notre population. Et alors, comme facteur prédictif de la réadmission, il notait qu'il y a plus souvent une problématique d'addiction chez les patients qui étaient hospitalisés. La HCR20 présentait un plus haut score, l'évaluation du risque était défavorable, il y avait une plus longue durée suivie par le Review Board, qui est donc la chambre de protection sociale locale. Il y avait une longue durée du séjour initial en MSU. Et alors, il n'y avait aucun effet de l'âge, du sexe, d'un trouble de la personnalité ou du type de délit. Donc, parfois, on s'attache à essayer de déterminer le délit. Ça ne sert pas nécessairement. Allez, j'en arrive aux deux dernières slides. Et ça, c'était la partie réadmission. Et puis, ils se sont attachés à suivre, mais ça, c'est pas la même population de l'étude première. Ils sont attachés à regarder, mais tiens, après la libération définitive, donc ils ont été réinsérés en système, leur parcours a fait qu'ils ont été libérés définitivement par la Review Board. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont fait l'étude prospective avec un follow-up de 12 mois post-libération définitive. Là, il y avait 60 patients, 85% d'hommes, donc ils ont aussi trouvé un groupe comparatif par rapport au premier en termes de profil. Âge moyen 44 ans, durée moyenne du suivi 7 ans par la Review Board. Profil similaire donc à l'étude rétrospective en termes de délit, du diagnostic ou d'ethnie. 20% alors, et donc sur ce public-là, il y avait 20% de réadmission en hôpital après la libération définitive et 5% d'arrestation formelle.